Bienvenue au podcast Connexion Primordiale en balade avec Paul. Aujourd'hui, nous terminons notre exploration des 7 dimensions de l'intelligence des Denison, de l'éducation kinesthésique, dans ces petites balades informelles. Alors, c'est amusant parce que la dernière dimension qu'on va aborder là, chronologiquement, c'est la dimension de la latéralité. Alors, pour dire vrai, je l'avais enregistré en premier, et puis le micro est tombé en rade de batterie au dernier quart d'heure. Je m'en suis rendu compte après. Donc j'avais fait une émission à peu près d'1 heure et puis le dernier quart d'heure n'a pas été enregistré. Et j'ai pas le courage c'est bizarre, mais de juste réenregistrer ce dernier quart d'heure. Donc je préfère réenregistrer tout. Donc cette dimension que j'avais prévu de présenter en premier et que souvent en éducation kinesthésique on présente en premier, pourquoi ? Parce que c'est ce qui souvent intéresse le plus les gens, la latéralisation, c'est les yeux, les oreilles, les mains, les pieds, la lecture, l'écriture, la concentration, etc. Donc par intérêt pour les gens, bien souvent on commence par cette dimension. Et puis finalement, là c'est... Bon, évidemment, quand on parle des 7 dimensions, elles sont concomitantes, elles fonctionnent toutes simultanément et en synergie, il n'y a pas d'ordre avec lequel il serait mieux de travailler ou quoi. Simplement, je suis content que ce soit la dernière parce que finalement, après tout, la latéralisation, qui est quand même une compétence purement humaine, cette capacité à utiliser nos 2 mains, nos 2 pieds, nos 2 yeux, nos 2 oreilles, cette capacité spécifique aux singes bipèdes que nous sommes, eh bien, finalement, c'est bien d'y penser en dernier. Pourquoi ? Parce qu'elle va être sous-tendue par les 6 autres. La respiration, les tensions corporelles, la régulation corporelle, ce qui rentre et ce qui sort du corps, les émotions, qu'est-ce qui manque encore ? La motivation et donc le centrage, c'était les émotions, et la focalisation avant-arrière, c'est-à-dire la sécurité physique. Donc ce n'est qu'une fois que j'ai tout ça, c'est parce que j'ai bien tout ça en place que l'être humain va pouvoir bien développer sa latéralisation. Ça fait partie vraiment du développement du schéma corporel. Dans le schéma corporel, une des choses les plus importantes, c'est évidemment l'équilibre, c'est la respiration, c'est la relaxation, c'est la coordination, mais un des 5 points qui crée notre schéma corporel, notre image de nous-mêmes, c'est la latéralisation. C'est le fait de se définir comme un droitier ou un gaucher de la main, de l'œil, du pied, de l'oreille, et certains évoquent les hémisphères cérébraux, mais on verra qu'on n'est pas d'accord avec cette manière de voir. Cette dominance cérébrale n'existe pas. Mais évidemment, tout le monde a conscience du fait qu'il y a des droitiers et des gauchers de la main. Et c'est un mystère, scientifiquement, c'est véritablement un mystère, cette histoire de droitier-gaucher. On va voir pourquoi il y a cette polémique ou ce mystère. On va voir aussi un peu d'historique par rapport à tout ça. Et puis on va voir en quoi c'est important pour nous d'avoir une bonne latéralisation. Il y a beaucoup de sujets à aborder passionnants. On peut remonter, allez, je vais pas remonter aux découvertes de Paul Broca en 1861, qui était la découverte de l'ère de Broca et donc du langage à gauche. C'était déjà une chose intéressante, mais on va plutôt remonter aux études de Roger Sperry et Gazzaniga, qui ont mis en évidence dans les années 60, je pense. Roger Sperry, il a eu un prix Nobel pour ses recherches dans les années 80, mais vous savez, le prix Nobel, on l'a souvent après. Donc je crois que les recherches étaient dans les années 60. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Imaginez la chose suivante. Certaines personnes, à l'époque, Roger Sperry, et c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, a eu l'idée, chez les personnes qui faisaient de fortes crises d'épilepsie, alors vous savez que l'épilepsie, on pourrait dire que c'est une sorte de court-circuit au niveau du cerveau, eh bien, ce court-circuit peut s'étendre. Et donc les gens font de plus en plus de crises d'épilepsie, ça va toucher de plus en plus de centres cérébraux, ça va créer de plus en plus de dégâts chez la personne et éventuellement le décès de la personne. Et l'idée de Roger Sperry, c'est de se dire comment éviter que ces crises d'épilepsie, ces foyers épileptiques se répandent dans l'ensemble du cerveau. Et il a eu une idée, quand on dit ça comme ça, ça fait peur, c'est assez fou comme idée, c'est qu'entre les 2 hémisphères cérébraux, vous savez bien que notre cerveau, il ressemble un peu à une noix, un cerneau de noix, eh bien, ces 2 cerneaux de noix sont reliés par ce qu'on appelle le corps calleux. Le corps calleux sont des millions de fibres nerveuses qui relient l'hémisphère droit du cerveau de l'hémisphère gauche du cerveau. Et lui, il a eu cette idée
complètement folle de dire, pour éviter que les foyers épileptiques se répandent d'un hémisphère à l'autre, on va couper, vous m'avez bien entendu, on va couper les connexions qui relient ces deux hémisphères cérébraux. C'est-à-dire les centaines de milliers de fibres nerveuses qui relient l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Je vais ouvrir le crâne de la personne, je vais prendre mon bistouri, je coupe, et comme ça, le foyer épileptique ne pourra pas se répandre. Mais vous imaginez bien qu'il y a des centaines de millions de fibres qui relient les deux hémisphères cérébraux, il veut les couper, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la personne va mourir? Est-ce que les gens vont survivre à ça? Est-ce que les gens vont avoir deux personnalités qui vont rentrer en conflit? Je veux dire, c'est quand même assez phénoménal. Toutes les connexions entre hémisphère droit et hémisphère gauche, on les coupe. Alors évidemment, il a d'abord fait ça sur des animaux, et sur des animaux, il n'y a pas eu de problème. Voilà, il n'y a pas eu de problème. Il a fait ça sur différents types d'animaux, depuis des animaux plus dits primitifs, plus simples, à des animaux plus proches de nous, sans dégâts apparents. Ce qui est déjà assez intriguant. Comment c'est possible de couper toutes les fibres qui relient les deux hémisphères cérébraux d'un animal sans qu'il y ait véritablement de dégâts? Et puis, c'est pas la même chose chez les animaux, parce que, on le savait, j'ai parlé tout à l'heure de 1861, de Paul Broca qui a découvert cette zone langagière localisée dans l'hémisphère gauche du cerveau. La latéralisation véritable du cerveau est un peu une spécificité, ou en tout cas hyper développée chez l'être humain. Et donc peut-être que chez un animal, ça fait pas de gros non-humains, ça fait pas une grosse différence, parce que, après tout, ils sont pas très latéralisés, mais nous qui sommes hyper latéralisés, qu'est-ce que ça peut faire? Donc ça, on n'avait aucune idée. La surprise est gigantissime. Imaginez, vous endormez donc des patients, vous ouvrez le crâne, la boîte crânienne, vous dégagez les structures qu'il faut dégager, d'urmère et que sais-je, pour accéder au cerveau lui-même, et vous coupez les fibres qui relient les deux hémisphères cérébraux. C'est gros amas de fibres, il faut d'abord écarter, séparer les deux hémisphères pour y accéder. Et puis, voilà, vous refermez le tout, et puis vous attendez que la personne se réveille. Et qu'est-ce qui va se passer? Non, mais là, il faut imaginer que pour la médecine à l'époque, c'était vraiment un pari extrêmement risqué. Alors, il s'était attendu à beaucoup de choses, mais certainement pas à ce qui s'est produit. C'est-à-dire, une fois que les gens se sont remis de leurs opérations, en gros, à rien. Rien, si ce n'est une amélioration, puisque effectivement l'épilepsie ne se répandait pas d'un hémisphère à l'autre et les gens avaient un soulagement au niveau de leur foyer épileptique. C'est-à-dire que, au niveau du comportement, comme ça, a priori, des gens, on coupe les connexions entre les deux hémisphères cérébraux, c'est quand même pas rien. Hein. Et dans leur comportement des gens, dans leur façon de fonctionner, dans leur vie quotidienne, on ne voit a priori pas de différence. Bon, ça laisse un peu rêveur, mais en tout cas, il a fait ça évidemment sur un certain nombre de patients, pour lequel, encore une fois, il a eu le prix Nobel de médecine quelques années plus tard, dans les années 80, et c'était une vraie réussite. Mais quand même, ça laisse pas indifférent, se dire, on coupe ces connexions entre les deux hémisphères cérébraux et il ne se passe rien, c'est que c'est pas possible. Il s'est dit, à un moment donné, on a dû passer à côté de quelque chose, on n'a pas dû bien regarder les gens, on n'a pas dû bien évaluer avant-après, c'est pas possible, c'est tellement énorme. Alors il a demandé à un jeune étudiant qui s'appelle Gazzaniga, son prénom m'échappe là, mais Gazzaniga, qui était un étudiant en neurophysiologie ou en psychologie, je crois. Désolé, j'ai lu les livres de Gazzaniga et j'ai oublié, ça fait très longtemps. Donc un docteur en... Alors je sais plus, psychologie ou neurologie, je crois que c'est plutôt neuropsychologie, quelque chose comme ça. Bon, on va dire ça, désolé. De mettre au point des tests et des observations très spécifiques pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est phénoménal. Voilà, je vais vous donner deux exemples que relate Gazzaniga. Il va falloir visualiser un peu la scène. On va projeter aux gens une diapositive, à l'époque évidemment, une image qu'on appelle une chimère. C'est-à-dire qu'on va présenter un double visage. D'un côté, vous avez la partie, par exemple, droite de la face qui est projetée, c'est un bébé, et la partie gauche, c'est une femme, avec des cheveux longs et tout. Vous avez une diapositive
double. On va demander à la personne de fixer un point sur l'écran et puis on va projeter cette diapositive extrêmement rapidement. Pourquoi extrêmement rapidement? Parce qu'on ne veut pas que la personne ait le temps de déplacer ses yeux et de balayer, retenez ça c'est très important, de balayer son champ visuel de droite à gauche. Donc on fait une projection tac tac, très rapide, on a le temps de voir ce que c'est, mais c'est extrêmement vif. Et puis on va demander à la personne deux choses. Soit on va lui demander « qu'est-ce que vous avez vu ?» Soit on va lui montrer deux photos. Une, on voit le visage complet du bébé, et une, on voit le visage complet de la femme. Donc, soit on va demander, après avoir projeté la diapo, « qu'est-ce que vous avez vu ?» Et la personne va nous dire, soit on va lui demander, « montrez-moi ce que vous avez vu ». Si on fait ça avec vous et moi, vous allez voir donc un visage d'une chimère, un mélange un peu bizarre, hein, mais bébé d'un côté, femme de l'autre. Et puis, si on vous demande ce que vous avez vu, dit bah, j'ai vu une drôle de photo de côté bébé, un côté femme. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui se passe avec les patients qui ont eu une commissurotomie. Alors, souvent, les gens disent split brain parce que c'est plus facile à dire, ça veut dire cerveau divisé, mais le bon terme en français, c'est une commissurotomie, ça veut dire une coupure de la commissure entre les deux hémisphères cérébraux. Donc, les gens qui ont été commissurotomisés, quand on leur fait ce test, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est phénoménal. Si on a mis le bébé à droite du visage et qu'on demande aux gens « qu'est-ce que vous avez vu ?» de fait, ils vont dire « j'ai vu un bébé ». Mais si on leur demande « montrez-moi ce que vous avez vu » et on leur montre les deux images côte à côte du bébé et de la femme, ils vont pointer la femme. Quand on demande, ils disent « j'ai vu un bébé ». Quand on leur montre et ils reconnaissent qu'ils ont vu la femme. Chaque hémisphère cérébral a vu une chose différente. Et oui, car, alors c'est un peu plus complexe que ça au niveau des nerfs optiques et tout, mais grosso modo, l'œil droit envoie ces informations au cerveau gauche et l'œil gauche au cerveau droit. En temps normal, il y a des connexions à l'intérieur du cerveau entre les deux hémisphères cérébraux. Ça fait que même si je vois quelque chose qu'avec mon œil droit, eh bien c'est finalement reçu par mes deux hémisphères cérébraux. Ici, bien que les détails sont un peu plus complexes que ça, mais grosso modo, ce qui a été projeté et vu par l'œil droit, au niveau de l'œil droit, n'est perçu que par le cerveau gauche et vice-versa. Ça veut dire que mon cerveau gauche, où il y a le langage, lui, si on lui demande « qu'est-ce que tu as vu ?» ben, tout ce qu'il peut dire, c'est ce qu'il a vu, c'est le bébé. Donc il va dire « j'ai vu un bébé », parce que on va s'adresser à ce moment-là à la personne verbalement « qu'est-ce que tu as vu ?» Et le langage, la zone langagière, a vu, parce que a vu le bébé. En revanche, si on demande de reconnaître « pointe-moi ce que tu as vu », eh bien la zone de reconnaissance des visages est plutôt commandée par l'hémisphère droit du cerveau, et donc la personne va pointer la femme. Autrement dit, en nous, il y a deux personnes différentes qui ont deux points de vue différents sur les choses. D'un côté des hémisphères cérébraux, on le savait déjà avant, hein, il y a le langage, et de l'autre côté, il y a la reconnaissance des visages qui est plutôt à droite. Et donc, de ce fait, ben, vous allez me dire, mais alors pourquoi on n'a pas vu ça? Mais parce qu'ici, on a projeté une diapo très rapidement sur le champ visuel central et on n'a pas laissé le temps aux yeux de se déplacer de droite et de gauche. Donc c'est une fraction de seconde. Dans la vie de tous les jours, vous voyez une personne, vos yeux vont balayer de droite à gauche et finalement, même s'ils ont une commissurotomie, comme leur regard va balayer de droite à gauche, eh bien les deux hémisphères cérébraux vont être informés des deux choses, des deux côtés. Et donc ils vont bien voir comme nous la double chose. Les deux hémisphères cérébraux vont être informés des deux côtés. Pour cela, il faut qu'ils bougent les yeux, alors que nous, on n'aurait pas besoin de bouger les yeux, puisque le croisement se fait aussi à l'intérieur de nous. Vous voyez la latéralité? Il y a donc une latéralité externe des organes et une latéralisation interne des hémisphères cérébraux. Ce sont deux latéralisations différentes. C'est en quelque sorte redondant. Et c'est une très bonne chose, bien entendu. Notez un autre test qui a été mis au point par Gazzaniga, qui est absolument génial, c'est au niveau auditif. Il se passe exactement la même chose. On vous met un casque sur les oreilles, et dans une oreille, simultanément, on passe un son qui, dans une oreille, dit vache, et dans l'autre oreille, dit cochon. Soit on va vous demander qu'est-ce que vous avez entendu. Eh bien, si on a mis le son cochon dans l'oreille droite, eh bien, les gens vont dire j'ai entendu le son cochon. Et si on leur dit montrez-moi ce que vous avez entendu, et on met une photo de cochon et une photo de vache, les gens vont pointer la vache. Donc l'hémisphère de reconnaissance des formes est plutôt à droite, donc je montre une forme, et l'hémisphère, enfin un animal, et l'hémisphère qui a entendu, qui peut décoder le langage, c'est l'autre, et donc je reconnais l'autre animal. Vous voyez, ce qui se passe là, au niveau visuel, se passe aussi au niveau auditif.
C'est absolument fascinant. Évidemment, dans la vie de tous les jours, nous n'avons pas une écoute dichotique. Une écoute dichotique, c'est qu'on met un son différent à chaque oreille. Eh bien, on a une écoute binaurale. On entend en stéréo. Donc, si je vous dis vache cochon simultanément et que vos deux oreilles sont ouvertes, vous recevez, les deux oreilles entendent vache cochon et donc les deux cerveaux sont informés. Mais si on sépare en écoute dichotique, eh bien, chaque hémisphère entend une chose différente. Là aussi, on peut dire que d'un point de vue auditif, il y a une latéralisation externe au niveau des oreilles et interne au niveau du cerveau. Il en va de même pour les mains, pour les pieds. C'est absolument fascinant. C'est absolument fascinant. Alors, pour dire, aujourd'hui, on a des antiépileptiques beaucoup plus puissants et beaucoup plus ciblés qu'autrefois, et c'est beaucoup plus rare qu'on doit faire des commissurotomies, et ça arrive encore des fois qu'on doit faire des interventions chirurgicales dans les cas de grave épilepsie, mais souvent elles sont beaucoup moins invasives. On ne va pas couper tout le corps calleux, on va couper que des parties. On peut mieux cibler aujourd'hui avec les IRM et tout, et c'est absolument passionnant. Et surtout, ça donne des bonnes avancées, même si encore trop de gens souffrent de crises d'épilepsie et qu'on a beaucoup de mal quand même à régler cette problématique de crise d'épilepsie parfois. Alors nous, on voit par exemple, le Divine a suivi récemment une petite fille qui fait 30-40 crises d'épilepsie par jour. Donc c'est absolument atroce. Bon, une petite fille en fort handicap. Alors, présentant un fort handicap. Alors, tout ça pour dire que la latéralisation chez l'être humain, c'est pas rien. On a une latéralisation des fonctions cérébrales et nous devons développer en grandissant une latéralisation. On va tous devenir droitier ou gaucher de la main, mais ce qui est moins connu et moins reconnu au niveau de son importance, c'est qu'on devient aussi droitier et gaucher du pied, droitier et gaucher de l'œil, droitier et gaucher de l'oreille. Et que ça va créer ce qu'on pourrait appeler des profils de latéralisation. On peut imaginer un profil de latéralisation, on trouve des profils de latéralisation où tout est à droite. Les gens sont droitiers de la main, droitier du pied, droitier de l'œil, droitier de l'oreille. Et puis donc on va dire que c'est homogène. Et puis on va trouver des profils de latéralisation croisés. Donc ça peut être une chose à gauche et tout le reste à droite. On imagine quelqu'un qui serait gaucher de la main, mais droitier de l'œil, droitier de l'oreille et droitier du pied. On peut imaginer une répartition entre la motricité et la prise d'information, c'est-à-dire yeux et oreilles d'un côté, mains et pieds de l'autre. Voilà, tous les schémas sont possibles. Alors évidemment, il y a eu des tas de croyances là-dessus. Beaucoup de gens disent, et on peut comprendre la logique, beaucoup de gens se disent, ou se sont dit, puisque le centre langagier est principalement à gauche chez l'être humain, il serait plus logique d'être droitier de la main et de l'œil, puisque c'est l'œil qui va guider la main. Pour écrire, il serait bon, le profil attendu, c'est que nous soyons tous droitiers de l'œil et de la main. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. On va parler un peu, alors j'ai pas les chiffres avec moi là en balade, mais j'ai les chiffres, évidemment ils existent. Par exemple au niveau de la main, 90% environ des gens, ça peut être à 10-12%, à 2% près, ça dépend un peu des époques, des lieux et tout, mais globalement on a entre 10 et 12% de gauchers de la main. Ce qui est extraordinairement questionnant, c'est qu'on retrouve ces 10%, 10-12% de gauchers partout et tout le temps. C'est-à-dire partout, les Blancs occidentaux, en Afrique noire, en Asie, en Amérique du Sud, dans toutes les cultures, dans tous les peuples, sur toute la planète, on retrouve entre 10 et 12% de gauchers. C'est vraiment une constante d'Homo sapiens. Dans le même genre d'idée, ça a toujours été. C'est-à-dire que les traces préhistoriques nous montrent que 10 à 12% des objets ont été manipulés par des personnes gauchères. Ce qui est très intriguant parce que, alors je ne suis pas un expert évidemment, vous le savez très bien, de génétique ou d'épigénétique, etc. Mais dans ce que je comprends, les gènes sont soit utiles, soit pas très utiles à notre adaptation à l'environnement, et donc ils vont être récessifs. Donc soit une caractéristique se développe plus, soit elle régresse au fur et à mesure des millénaires. Or, donc, soit être gaucher, ça sert à quelque chose, soit ça sert à rien. Si ça sert à quelque chose et que c'est vraiment utile dans l'adaptation humaine à l'environnement, il devrait y avoir à un moment donné de plus en plus de gauchers, puisque c'est utile. Si en revanche c'est inutile et ça ne sert à rien, il devrait y en avoir de moins en moins. Or, ce n'est pas le cas, c'est absolument constant. Nous avons toujours le même nombre de gauchers, depuis la préhistoire, le paléolithique le plus ancien,
jusqu'à aujourd'hui, quel que soit le peuple, il y a à peu près 10% de gauchers. Donc, la seule conclusion qu'on puisse en tirer, c'est utile d'avoir des gens différents, mais pas trop non plus. Je ne sais pas, mais c'est nécessaire, mais c'est indispensable. On doit avoir des gens différents. On doit avoir des gens qui fonctionnent différemment. Et on va le voir évidemment, c'est valable au niveau des mains, c'est valable au niveau des pieds, des yeux, des oreilles, etc. Pour comprendre ça, il faut revenir à la notion de la préhistoire. Vous vous rappelez la phrase la plus importante à connaître? La phrase la plus importante à connaître, quel que soit votre métier, quoi que vous fassiez, la théorie scientifique la plus importante depuis que l'humanité existe, je pèse mes mots, la théorie scientifique la plus valide, la plus importante, qui a créé la plus grande révolution culturelle, c'est pas le fait que la Terre n'est pas le centre du monde, mais ça a quand même changé beaucoup de choses, mais il fallait déjà ouvrir son esprit à ça pour comprendre la théorie la plus importante que l'humanité ait jamais créée, c'est la théorie de l'évolution. C'est la théorie de l'évolution de Darwin, comment la vie a évolué à partir de cellules uniques et que nous sommes tous frères sur cette planète, toutes les formes de vie. Nous partageons notre ADN avec, oui, les plantes. Nous avons 50% d'ADN en commun avec les plantes, avec les mouches, etc. Et puis évidemment, on n'en a que 99%, je crois que c'est 98,8% maintenant, ça a été revu à la hausse, presque 99% en commun avec les bonobos. Donc, toute vie vient d'une même forme de vie qu'on appelle l'UCA, Last Universal Common Ancestor. Et voilà, désolé pour l'accent anglais. Toute vie sur cette planète existe, que ce soit des champignons, des algues, des grenouilles, de tout ce que vous pouvez imaginer comme forme de vie sur cette planète, vient d'un organisme primitif qui s'appelle l'UCA. Il y a eu d'autres formes de vie qui ont apparu, mais seul a survécu l'UCA, qui a ensuite été le parent de tout ce qui existe sur lui. C'est absolument phénoménal. C'est absolument phénoménal. Alors, pourquoi il faut revenir à cette histoire de préhistoire? Parce qu'à la préhistoire, encore une fois, notre génétique, c'est une génétique préhistorique. Les changements au niveau génétique mènent des centaines de milliers d'années. Pour voir émerger une nouvelle espèce, etc., il faut des changements dans l'environnement consistant, etc., etc. Alors parfois on retrouve des bons, il y a eu des bons, mais quand vous entendez parfois, oui, il y a eu des bons, mais des bons, ça veut dire tout d'un coup 100 000 ans. Voilà, en 100 000 ans, il s'est passé plein de choses. Ça, c'est un bond phénoménal, mais 100 000 ans, c'est assez long, et c'est souvent beaucoup plus que 100 000 ans pour qu'il y ait des changements majeurs et des adaptations majeures. Donc, eh bien, Homo sapiens, c'est 300 000 ans. Notre espèce, nous, c'est 300 000 ans. Avant ça, nous venons d'autres espèces, nous sommes les enfants d'autres espèces qui ont existé, et le genre Homo, lui, est beaucoup plus long que ça, plusieurs centaines de milliers d'années, même millions d'années, 2 millions d'années, ou quoi, ça dépend où on fait démarrer les choses, mais voilà. Pendant donc des millions d'années, ces petites tribus de Homo, ou ces petites tribus de nos ancêtres, étaient justement des petits groupes, un peu comme vous imaginez une petite tribu de chimpanzés qui vivent, ce sont quelques individus, au maximum une cinquantaine d'individus. Quand la tribu devient plus grande, eh bien, elle se divise en sous-tribus et chacune va vivre ailleurs. Et c'est logique, parce que la prédation sur l'environnement devient trop grande, on est essentiellement des cueilleurs, un petit peu chasseurs, beaucoup chapardeurs et puis pêcheurs, etc. Eh bien, si vous comprenez qu'il y a trop d'individus sur un endroit, c'est-à-dire qu'à la préhistoire, on a tout compris, aujourd'hui, on a tout perdu de cette compréhension, eh bien, s'il y a trop d'individus sur un endroit, la prédation sur le lieu est telle que ce n'est plus vivable. Il faut donc diviser la tribu et d'autres doivent aller ailleurs. Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous, les Occidentaux, j'en profite pour faire de la politique, ça ne plaît jamais, mais c'est comme ça, eh bien, nous, les Occidentaux, eh bien, on en profite pour exploiter le reste du monde. On n'a pas assez à bouffer chez nous, donc on fait pousser le soja pour nourrir le bœuf, eh bien, en Amazonie, on déforeste l'Amazonie, on prend nos ressources pour faire nos téléphones en Afrique, on va acheter en Chine, nous n'avons pas assez pour vivre parce que nous sommes trop nombreux, on va dire ça comme ça, et donc on va exploiter ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire le colonialisme, on va exploiter en Amérique, on va exploiter en Asie, on va exploiter surtout en Afrique, c'est absolument terrible. Donc c'est comme ça qu'on fait, vous le savez très bien, c'est combien de pourcents de l'humanité qui exploite 10% des riches, bref. C'est des petites tribus qui vivaient comme ça. Donc notre cerveau, nos gènes sont faits pour des petites tribus. Dans une petite tribu, pour survivre,
Il ne faut pas qu'on soit tous spécialisés de la même manière. Vous comprenez que si tout le monde est un excellent cueilleur, ça ne va pas être bien, parce qu'il nous faut des chasseurs aussi, des gens qui aillent vite. Si tout le monde est extrêmement fort, ça ne va pas aller. Il faut certains qui soient souples, certains qui soient rapides, certains qui soient forts. Il nous faut des gens qui soient plus logiques, d'autres qui soient plus artistes. On a besoin de la complémentarité. On a besoin de toutes les formes d'intelligence, on a besoin de toutes les formes de culture, on a besoin tous les uns des autres. On ne peut pas survivre tout seul. Il se trouve que une tribu d'autour de 50 individus présente à peu près tous les profils qu'on peut imaginer sur la planète. J'en profite pour dire que c'est un parallèle que je fais et que je trouve intéressant. On a toujours trouvé, à toutes les époques, là on peut savoir que depuis l'écriture, donc depuis 5000 ans, mais dans toutes les époques, là, tous les peuples, à peu près 10% de personnes homosexuelles. Et j'en tire la même conclusion, et c'est pas moi, c'est des scientifiques, je les ai lus, c'est qu'il est toujours utile d'avoir un certain nombre d'homosexuels dans une tribu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un autre rapport à la reproduction, ils ont un autre rapport surtout au fait d'élever les enfants. Ils vont élever les enfants différemment. C'est un sujet très complexe, mais il y a toujours eu à peu près 10% d'homosexualité, quels que soient les peuples. Ça prouve que ces 10% sont utiles pour la survie de la tribu. Ça apporte quelque chose. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Des millions d'années, des centaines de milliers d'années en tant qu'Homo sapiens, à forger nos gènes et nous impose, si on peut dire, ou c'est même pas nous impose, on a déduit que c'était plus efficace d'avoir des mix de droitiers-gauchers, d'avoir des mix d'homosexuels et d'hétérosexuels, d'avoir des mix d'artistes et de scientifiques et de logiques et de conteurs, d'avoir des mix des gens qui ont une bonne mémoire, et d'autres qui ont d'autres compétences, d'avoir des mix de gens qui sont rapides et d'autres qui sont forts, certains qui sont souples et d'autres qui sont rigides, etc., etc. Autrement dit, vive la diversité. Si tout le monde était identique, ce serait une catastrophe. Et on ne pourrait plus survivre. Donc on a besoin d'adaptation. Moi, je ne peux pas tout faire, j'ai besoin des autres et de la complémentarité. Vous voyez où ça nous amène, hein, tout ça? La latéralisation, ça vient exactement s'enraciner dans cette notion-là. Comment ça? Eh bien, on va avoir des droitiers et des gauchers de la main, du pied, de l'œil, des oreilles, et ça va créer une multitude de schémas différents. Et ces multitudes de schémas différents, d'après Denison, engendrent des manières de percevoir le monde différemment et d'agir dans le monde différemment. Et que ça va être complémentaire, bien sûr. Mon point de vue de droitier de l'œil n'est pas le même que ton point de vue de gaucher de l'œil. Mon point de vue de droitier, ou ma manière d'interagir avec le monde en tant que droitier, n'est pas tout à fait pareil que la manière d'interagir avec le monde en tant que gaucher, etc., etc. Par exemple, dans une équipe de football, eh bien, il va y avoir des gens qui sont plus doués pour la rapidité, plus doués à droite du terrain, et d'autres plus doués à gauche du terrain, selon qu'on est droitier ou gaucher du pied ou de l'œil. Quand vous allez dans une salle de cinéma, vous préférez vous asseoir systématiquement à gauche ou à droite? Si vous êtes bien latéralisé, vous avez quand même une préférence, mais si on vous place à un autre endroit parce qu'il n'y a plus de place là où vous préférez, ça ne posera pas problème. Mais vous avez quand même une préférence à la base. Est-ce que vous préférez plutôt vous mettre devant? Et il y a des gens qui se battent pour être plutôt devant. Il y a des gens que ça ne pose pas problème d'être au premier rang au cinéma. Et il y a des gens qui préfèrent ne pas aller au cinéma que de se retrouver au premier rang et ils préfèrent être au fond de la salle. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ça, on va pouvoir faire ce parallèle avec beaucoup d'activités. On a des préférences différentes qui nous semblent évidentes pour nous. Je veux dire, nous, on vit avec ces préférences-là. Il nous semble que cette préférence, c'est un peu comme ça qu'il faut percevoir le monde. Mais il y a des fonctionnements différents chez chacun. Je pense aux préférences naturelles qui sont étudiées à Volo-d'Alen avec Cyril Gindre, là-bas en Suisse, et avec qui on collabore maintenant. Enfin, ça fait déjà 8 ans qu'on collabore ensemble, mais là plus étroitement puisqu'on a fusionné nos structures. Eh bien, dans les préférences naturelles, on va trouver des gens qui sont plus dans le rigide et des gens qui sont plus dans le souple, allant même jusqu'à des gens qui sont hyper laxes. On va avoir des gens qui sont donc plus terriens et d'autres plus aériens, donc on voit très bien ça dans le geste sportif. Quand on croise les mains l'une sur l'autre, est-ce que votre pouce il est au-dessus ou est-ce qu'il est en dessous? Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer comme ça, au niveau visuel, au niveau auditif, etc. Donc on va avoir des profils complémentaires les uns des autres. Et ces profils font que, encore une fois, on a un point de vue différent sur le monde et on agit différemment sur le monde et on a besoin de tous ces profils. Mais voilà où les problèmes arrivent. Il y a 2 problèmes qui peuvent arriver.
je vous ai dit qu'il y avait une latéralisation externe et une latéralisation interne, c'est-à-dire une latéralisation au niveau des organes, les yeux, les mains, les pieds, les oreilles, mais aussi une latéralisation à l'intérieur du cerveau avec le passage, le corps calleux qui fait circuler les informations entre la droite et la gauche. Donc on a vu l'importance de ça, n'est-ce pas? Eh bien, attendez, je dois passer par un petit passage un peu délicat. Alors, eh bien, il faut s'assurer, enfin, ou plutôt, je vais dire les choses autrement, Denison a mis en évidence, on se rappelle qu'il est docteur en sciences de l'éducation, il a eu son doctorat en 69, il a eu un prix en 71 pour ses recherches, un prix universitaire prestigieux pour ses recherches liées à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, suite à quoi il a pu faire un programme de recherche qui a abouti à l'éducation kinesthésique Brain Gym. Il a constaté que les enfants en difficulté d'apprentissage avaient des difficultés au niveau de la latéralisation. Soit leur latéralisation, on va dire, externe était problématique pour eux, soit leur latéralisation interne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Soit ils avaient du mal, par exemple, à croiser la ligne médiane au niveau des yeux, leurs yeux ont du mal à suivre une cible, donc les yeux ont du mal à aller du champ visuel droit au champ visuel gauche et à croiser la ligne médiane visuelle. Soit c'était au niveau des oreilles, le fait de tourner la tête pour écouter d'une oreille et de l'autre, soit c'était au niveau du pied, etc. Alors c'est un phénomène qui était un petit peu connu déjà dans le monde des orthophonistes ou plutôt de la psychomotricité, c'est l'importance de la latéralisation manuelle. Par exemple, si un enfant arrive à l'école et on ne sait pas s'il est droitier ou gaucher, eh bien on sait que ça va être un problème. Les enfants qui ont une mauvaise latéralisation, qui ne sont pas latéralisés en arrivant à l'école, ça va être problématique. Il ne sait pas avec quelle main écrire, il ne sait pas à proprement parler sur quel pied danser. On a besoin d'être latéralisé, sinon le cerveau a des informations confuses. Il a des informations doubles, les choses arrivent simultanément entre œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche. Si le cerveau ne choisit pas un côté, il est dans un état de confusion. Il a besoin d'un côté complémentaire à l'autre. Exemple, quand vous écrivez, vous avez besoin des deux mains tout pareil, tout avec autant d'importance. Je veux dire, vous avez besoin d'une main qui stabilise la feuille, le cahier, et puis une main qui va faire le geste graphique. Mais faites le geste graphique sans le soutien de la main opposée, ça va être absolument galère. Donc, on a besoin des deux côtés. Quand je vais lancer un javelot, hein, c'est une activité qui est plus humaine que l'écriture, qui existe depuis beaucoup plus longtemps, eh bien je vais avoir un bras qui stabilise. Admettons que vous soyez comme moi droitier, eh bien vous allez prendre le javelot dans la main droite, vous allez mettre le javelot en arrière, loin en arrière de votre corps, vous allez mettre le bras gauche devant pour faire contrepoids, le bras gauche va s'abaisser vivement et le bras droit va aller vers l'avant. Il va y avoir une complémentarité entre les deux. Si vous enlevez le bras gauche pour lancer le javelot, je vous assure que vous n'allez pas être très performant. Et donc pour pouvoir faire ça, ce geste, vous savez très bien que pour être efficace au javelot, tout comme pour l'écriture, il a fallu des années pour l'écriture de répétition encore et encore des gestes graphiques. Il nous faut des années et des années pour être un bon lanceur de javelot et pouvoir ramener à manger au campement. Et pour pouvoir s'entraîner encore et encore, il faut que j'ai une base, il faut que j'ai une latéralisation pour faire un geste qui devient de plus en plus efficace. Si je veux être aussi efficace d'un côté que de l'autre, il me faudra 2 fois plus de... C'est même pas comme ça que ça marche, mais il faudrait, en théorie, m'entraîner autant avec la main droite qu'à la main gauche. Il me faudrait 2 fois plus de temps. Je ne serais pas du tout efficace pour ramener à manger, ce serait une cata. Même chose pour l'écriture. S'il faut que je m'entraîne tout le temps avec ma main droite et ma main gauche, ça va être galère, l'écriture. Donc, on a besoin de se latéraliser. On a besoin de profil, alors j'emploie le terme de Denison, de profil d'organisation optimale. Ça, c'est important, profil d'organisation optimale. J'ai besoin que mes deux côtés fonctionnent ensemble. Donc cette latéralisation externe, c'est est-ce que j'ai bien mis en place une latéralisation au niveau visuel, au niveau auditif et au niveau manuel et podal, au niveau des pieds et des mains. C'est important parce que je reçois les informations avec les yeux et les oreilles et je vais agir dans le monde avec les mains et les pieds. Bien entendu, les mains et les pieds sont guidés, par exemple pour la main, avec le système visuel. Donc c'est une coordination, on parle d'organisation, de coordination oculomotrice qui est absolument majeure. Vous imaginez bien, et c'est tout la problématique que rencontrent les orthophonistes au quotidien, et c'est tout le travail des psychomotriciennes et des ergothérapeutes, c'est d'aider à cette mise en place de latéralisation, de coordination oculomotrice, manuelle, podale, etc. Donc souvent il y a eu des confusions qui sont faites, donc j'ai dit ça tout à l'heure, c'est que parfois on a cru que donc il faudrait donc être
droitier de la main et du pied, puisque la logique voudrait que l'hémisphère gauche comporte le langage, et donc la main droite et l'œil droit étant commandés par l'hémisphère gauche du cerveau, que ce soit ce côté-là qui soit dominant. Pour l'écriture. Or, on se rend compte dans la réalité du terrain que ça ne marche pas comme ça. Parce qu'on a 10% de gaucher de la main environ, mais ce n'est pas la même chose pour les yeux. C'est ça qui est intéressant. Pour les yeux, c'est dommage. Je crois que c'est 70-30. 30% de gaucher de l'œil et 70% droitier de l'œil. Et puis on a une autre statistique pour les oreilles. Alors je dis peut-être une bêtise, c'est 80-20 pour l'un, 70-30 pour les oreilles. J'ai pas les chiffres avec moi, c'est le problème des podcasts en balade. Je devrais connaître ça par cœur pourtant. Mais voilà, ce n'est pas congruent. On n'a pas le même 10% de gaucher de l'œil, 10% de gaucher de l'oreille, etc. Ça ne marche pas comme ça. Et puis on peut très bien, les statistiques nous montrent, être droitier de l'œil, gaucher de la main, etc. sans que ça pose problème. Mais, et c'est la découverte majeure de Paul Denison, mais à condition que je sois bien latéralisé à l'intérieur, c'est-à-dire dans mon cerveau, si je puis dire. C'est-à-dire, on va nous voir ça par essentiellement ce qu'on appelle le mouvement croisé. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent, et c'est là que tout le travail sur les réflexes archaïques et toutes les connaissances à ce sujet-là prend toute leur force, et Denison l'a dit lui-même en son temps, c'est que cette mise en place de la latéralisation œil, main, pied, oreille et intracérébrale, entre les deux hémisphères cérébraux, la latéralisation globale, se produit, c'est-à-dire pour dire les choses clairement, apprendre à utiliser mon corps calleux, être capable de bien faire circuler les informations entre hémisphère droit et hémisphère gauche, c'est ça qu'on est en train de dire. Et bien ça, d'après Paul Denison, se met en place à travers les étapes de mouvement primitives que fait le bébé. Parce que le bébé utilise un certain nombre de mouvements qui vont lui permettre de se latéraliser, et bien ça va mettre les choses en place. C'est à travers la matrice, le système des réflexes archaïques. Et ça, c'est absolument majeur. À travers le système des réflexes archaïques, le bébé va progressivement passer d'une motricité réflexe à une motricité volontaire, avec progressivement un passage, c'est très 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 important, à différentes choses. On a déjà parlé, j'explique ça, encore une fois, c'est un podcast qui mériterait au moins 2 heures. Et évidemment, on aborde ça en beaucoup plus d'heures dans nos formations, on apprend à observer ses profils, on apprend beaucoup plus de choses, entre autres dans le cours LAV, latéralité, apprentissage et vision. C'est un des cours les plus fabuleux qu'on ait en IMB, c'est de voir que voilà, on a mis en place toutes les choses, mais maintenant, comment je mobilise tout ça pour le mettre au service de l'apprentissage à l'école, dans la vie de tous les jours, etc. Donc c'est absolument majeur. Donc là, je rejoins la route, c'est la pause. Alors normalement, il y a une petite chanson au milieu d'une émission. Moi, c'est la pause voiture. Je sais que je devrais éditer mes podcasts et puis mettre des pauses musicales pour soulager votre apprentissage. Voilà ce que je vous conseille de faire. Les gens me disent c'est trop long, vous mettez sur pause. Je sais aussi que certaines personnes disent que mes podcasts sont trop longs parce qu'ils ne sont pas très... c'est le principe c'est l'inconvénient de ça, ils ne sont pas très synthétiques. Peut-être j'aurais pu dire tout ça plus rapidement si évidemment j'avais fait des notes, des diapos et des machins. Ici, je laisse un peu défiler mes pensées au bon vouloir de ma promenade. Bien sûr, une idée entraîne l'autre. Et puis voilà, mais ça me permet aussi d'approfondir des sujets qu'on n'a pas le temps, puisque évidemment je ne peux pas avoir cette même latitude pendant les séminaires. On a un temps qui nous est imparti, puis on doit mélanger théorie et pratique. Donc voilà, alors maintenant il faut que je retrouve le fil de pensée. Comme je n'ai qu'un micro, je ne peux pas écouter ce que j'ai dit avant, un micro autonome. Donc, oui, comment se met en place cette latéralité ? Eh bien, par différentes étapes. Il y a ces différentes étapes qu'on va appeler les 8 stratégies motrices primordiales, ou Masgutova les a renommées les 8 stratégies archétypales. En fait, ça a été développé, découvert, ou théorisé par une femme extraordinaire qui s'appelle Bonnie Belbridge-Cohen, qui est à la base quelqu'un qui travaillait dans le handicap et qui est une danseuse professionnelle et qui a travaillé sur le mouvement, qui a créé une approche qui s'appelle le Body Mind Centering, qui est connue dans le monde de la danse. Bonnie Belbridge-Cohen est une femme extraordinaire et qui a dit, dans le monde de la danse, dans toute la gestuelle qu'on fait, ou chez la personne en situation de handicap et chez le bébé, il y a ces réflexes archaïques. C'est elle qui a parlé, nous on n'a fait que reprendre le terme de schème basiques, de schèmes, moi je les appelle primordiaux. Elle dit voilà, il y a ces schèmes, ces patrons
qu'on va réutiliser plus tard dans la vie et qu'il faut avoir mis correctement en place. Et elle dit, avant de rentrer dans ces détails de schème, il y a d'abord des grandes organisations. Première organisation pour le bébé, c'est mettre en place la colonne vertébrale. Soutenir la tête, mettre en place le tonus de la colonne vertébrale. Vous vous rappelez, le développement se fait en céphalo-caudal et en proximo-distal. Eh bien, elle le dit, évidemment, mais elle le dit en étant plus précise. Le bébé doit mettre en place le fonctionnement au niveau de la bouche, au niveau du sacrum, et puis ensuite connecter les bras, les jambes, c'est ce qu'elle appelle la radiation du nombril. Ensuite, le bébé doit faire des mouvements de rotation sur sa colonne vertébrale qu'elle appelle de recherche par la bouche, lié à un réflexe très précis qui s'appelle le réflexe de fouissement, et qui va entraîner le réflexe de succion, c'est un peu le bébé qui cherche le sein quand il veut téter. Donc on va avoir ça, puis une fois que, donc il y a d'autres choses qui se passent au niveau de la colonne vertébrale, une fois que ça s'est mis en place, le bébé, donc il va avoir aussi des mouvements d'inclinaison de la colonne vertébrale et de grandissement. Ensuite le bébé va mettre en place des mouvements, enfin il va avoir une prédominance de mouvements dits homologues. Homologue, ça veut dire un peu comme une grenouille, ça veut dire en miroir entre droite et gauche. Il bouge les deux mains à la fois, qui font le même mouvement, ou les deux jambes à la fois. Vous imaginez le petit bébé sur le dos qui agite bras et jambes. Simultanément, donc en miroir. Ça, c'est mouvement homologue. Et puis, il va y avoir ensuite une phase où il y a plus une prédominance de mouvements homolatéraux, où il va séparer la droite de sa gauche. Et là, on a un réflexe majeur qui est... Alors, exemple de mouvement homologue typique, c'est le réflexe de Moreau, d'embrassade de Moreau, où il ouvre simultanément bras et jambes. Réflexe typique de mouvement homolatéral, c'est le réflexe tonique asymétrique du cou, où le bébé va se mettre dans une position soit tourné vers la droite ou vers la gauche, fermant un côté, ouvrant l'autre. Et puis, une fois que le bébé a expérimenté, donc jusqu'à 6 mois à peu près, la phase de mouvement, donc la prédominance de mouvement homologue, c'est plutôt 3 mois avec le Moreau, puis le contrôle de la tête prend le dessus, le Moreau devient en contrôle et va s'exprimer de plus en plus le réflexe tonique asymétrique du cou, qui était pourtant déjà là dans le ventre de la mère et à la naissance, mais il va prendre plus de place jusqu'à ce qu'il s'inhibe et qu'il s'intègre avec les mouvements de retournement. Et donc ce réflexe tonique asymétrique du cou va laisser place au mouvement de 4 pattes, de reptation croisée de 4 pattes et de marche bipédique, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mouvements contralatéraux, donc la bilatéralité. Donc, vous voyez, la bilatéralité, ça n'apparaît que vers 10-12 mois. Il y a des simili-mouvements de reptation dès la naissance, ça a été bien mis en évidence par des chercheurs, mais la gravité fait que l'enfant ne peut pas les exercer et ne va les exercer de manière autonome qu'à partir d'un âge relativement avancé, et puis il va faire ses premiers pas vers 12 mois, un peu plus, 12, 13, 14 mois selon les enfants. Et donc voilà. Donc on va évoluer vers une latéralisation croisée. Et quand tout va bien, l'enfant a mis en place cette latéralisation croisée avec concomitamment et progressivement une dominance au niveau des yeux, des oreilles. Appelez ça une préférence si vous voulez, une préférence pour viser. Quand vous prenez une photo avec un appareil photo, ça n'existe plus. Alors quand vous visez dans une longue vue, vous regardez dans une longue vue, ou ce que j'adore, moi j'en ai plein au cabinet dans un kaléidoscope. Oui, je sais. Vous entendez peut-être un bruit d'eau, il y a des grosses flaques d'eau, ça m'a fait trop envie. Évidemment, je suis pieds nus, donc je suis en train de marcher dans des grandes flaques d'eau, parce qu'il a beaucoup plu ces temps-ci, on a des grosses flaques d'eau. Et je marche, c'est un des avantages des pieds nus. Bon, c'est froid, hein. L'eau, elle doit être à 9 degrés d'après moi, vu les températures de cette nuit, mais c'est agréable. Donc quand vous visez, quand vous regardez dans un kaléidoscope ou par le trou d'une serrure, vous allez viser avec un œil normalement. Quand je vous demande d'aller écouter au mur, à la porte, quelle oreille vous allez placer. Si vous devez shooter dans un ballon, avec quel pied vous allez shooter, évidemment, avec quelle main vous écrivez. Donc tout ça va se mettre en place, et c'est ça la chose la plus importante, cette latéralisation externe que je viens de décrire, va se mettre en place sur une latéralisation plus interne de croisement de la ligne médiane, qui est le 4 pattes et la marche bipédique. Donc ça, c'est absolument majeur. Là, l'énorme découverte de Denison et l'énorme surprise, c'est que la grande majorité des enfants en difficulté d'apprentissage, et des adultes en difficulté d'apprentissage, ou des gens en état de stress, c'est quand on est debout, et qu'on leur demande de faire le mouvement de la marche bipédique humaine sur place, le fameux cross-crawl, quand on leur demande de faire ça, spontanément, et on leur montre, on leur fait une démonstration, vous pouvez être face à eux et qu'ils vont reproduire ce que vous faites en miroir, ou à côté d'eux, parce que certains disent oui, mais c'est parce que tu es en face, ça rend les choses compliquées. Pas du tout, c'est un mouvement croisé, donc ça ne change rien. Mais bref, vous pouvez vous mettre en face ou à côté d'eux, vous faites un mouvement croisé sur place de cross-crawl, et ces enfants, qui ont pourtant 8-10 ans, qui sont à l'école et qui sont censés être bien latéralisés, puisqu'on leur apprend à lire, à écrire, etc., et à calculer, vous faites ce mouvement croisé, et eux vous regardent et font
un mouvement homolatéral. Il lève un genou et il touche, par exemple, s'il lève le genou gauche, la jambe gauche, et ils vont toucher la jambe gauche avec le bras gauche et la jambe droite avec le bras droit en parfait mouvement homolatéral d'un bébé de 6 mois, enfin qui a moins de 6 mois et qui est sous l'influence du réflexe tonique asymétrique du cou. Et de fait, ces gens-là, quand on les met debout et qu'on observe le réflexe tonique asymétrique du cou, on s'aperçoit que dans, tenez-vous bien, 85% des enfants en difficulté d'apprentissage, on va trouver un RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou, positif, présent, non inhibé, comme si ces enfants-là étaient restés dans cette phase-là. Et quand on demande aux parents, en général, ils ont fait très peu, voire la plupart du temps, pas du tout, de 4 pattes. Et ils n'ont pas appris à croiser la ligne médiane. Et donc, alors très souvent, ils vont avoir un manque de latéralisation au niveau des mains, des pieds, des oreilles, des yeux. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas avec quel œil viser. On leur présente un kaléidoscope, une fois ils regardent d'un œil, l'autre fois de l'autre. On leur demande d'écouter à la porte, c'est l'un ou l'autre. Alors ça peut être une difficulté de latéralisation selon les gens, plus au niveau des yeux, des oreilles, des mains ou des pieds. Mais même chose au niveau des mains, il dit tantôt il écrit avec une main, tantôt il écrit avec l'autre. Même chose au niveau des pieds. Le foot, c'est pas son truc. Il shoot, il ne peut pas marquer des buts ni faire des passes et tout. Mais voilà. Donc on voit que la latéralisation externe est souvent problématique, mais surtout la latéralisation, alors je dis interne, mais c'est-à-dire le mouvement croisé, il n'a pas mis en place un certain nombre de mouvements archétypaux, de mouvements basiques, de schèmes moteurs primordiaux, autrement dit, un certain nombre de réflexes archaïques sont toujours présents, et un certain nombre de réflexes de vie posturaux ne sont pas présents. Et donc, eh bien, dans son développement, il y a des manques. C'est à ça que servent les connaissances sur les réflexes, c'est de savoir où sont les manques, qu'est-ce qui n'a pas été mis en place, est-ce que j'ai encore des cailloux dans la chaussure qui me gênent pour avancer, et un manque dans la construction de mon échafaudage. Vous voyez, c'est absolument majeur tout ça. Et en quelque sorte, c'est toute la raison d'être de l'IMP, l'intégration motrice primordiale. Pourquoi? Parce que c'est d'une part apprendre à détecter ces différents schèmes, qu'est-ce qui a manqué dans mon développement, si je puis dire, et puis d'autre part, c'est d'aller travailler sur cette latéralisation. Alors évidemment, dans une certaine logique que nous avons en IMP, on va aborder dans les premiers séminaires tous les schèmes moteurs primordiaux. On va voir dans un premier temps plutôt les réflexes archaïques, puis ensuite ces réflexes archaïques doivent passer le relais aux réflexes de vie, donc on va ensuite voir les réflexes de vie, et puis seulement dans le séminaire numéro 6, latéralité, apprentissage et vision, nous allons voir tous les mécanismes liés à la latéralisation, œil, main, pied, oreille, et cerveau en quelque sorte, corps dans sa globalité, mouvement, etc. Et donc à ce moment-là, eh bien, on a la boucle est bouclée, si je puis dire. Pourquoi la boucle est bouclée? Parce que ça y est, on a remis en place tous les mécanismes de base du schéma corporel, on a travaillé la respiration, on a travaillé la coordination, on a travaillé la latéralisation, on a travaillé l'équilibre et la posture, on a travaillé la relaxation, donc tous les points qui forment ce qu'on appelle le schéma corporel sont en place, en ayant vérifié que toute la motricité basique, primordiale est bien en place, culminant vers ce qui fait de nous les êtres humains que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire des gens latéralisés, ayant accès à nos yeux, à nos mains, à nos pieds, à nos oreilles, et avec une capacité à croiser les choses, à mettre en place une connexion croisée qui donne accès au langage, à la lecture, à l'écriture, au calcul, mais à toutes les fonctions aussi, soyons bien sérieux, de réflexion artistique, etc., etc. Autrement dit, on va avoir tous les membres de ma tribu qui fonctionnent correctement avec le profil qu'ils ont. Et le gaucher n'est pas désavantagé par rapport au droitier, etc., etc. Chacun a un fonctionnement différent et complémentaire. C'est vrai que souvent le système scolaire s'attend, sans le savoir, le système scolaire s'attend à un fonctionnement très spécifique et va plutôt privilégier les droitiers de la main, du pied, de l'oreille, etc. Mais, et c'est les découvertes de Dinson qui ont mis ça en évidence, cette dominance œil, main, pied, oreille ne pose problème que si, parce que ça peut être vraiment un handicap pour les gens, si leur latéralisation interne, mouvement croisé, ça veut dire, n'est pas en place. Donc si ma latéralisation externe, enfin mouvement croisé n'est pas en place, alors le fait d'être par exemple gaucher de l'œil pour lire va poser problème, parce que mon œil gauche a envie d'aller plus vers la gauche et mon œil droit vers la droite. Or il se trouve qu'on ne lit pas de droite à gauche, mais de gauche à droite, donc le droitier va être favorisé, et parfois le gaucher va faire des inversions, ça écrira le ça qui voudra lire le K, et ce sera problématique pour lui. Mais ça n'est vrai que s'il y a un manque de latéralisation, c'est-à-dire, toute proportion gardée, le gaucher, enfin les gens qui ont une latéralisation croisée, s'ils ont une commissurotomie, en quelque sorte, eh bien ils pourraient moins bien fonctionner.
mais cette commissurotomie évidemment est fictive, c'est ce que Paul Denison appelle l'homolatéralité, enfin dans ce cas présent, c'est-à-dire qu'ils ont un fonctionnement homolatéral, alors que c'est déjà des gens qui sont grands, ils ne devraient plus l'être, passer l'étape du 4 pattes. C'est comme si à l'intérieur d'eux-mêmes ils étaient homolatéraux, et il fait le parallèle avec les travaux de Gazzaniga et de Roger Sperry, il dit en quelque sorte, c'est comme si le corps calleux chez eux, au lieu d'être un pont, est une barrière. Donc c'est comme si ces gens, d'une certaine manière, ça c'est moi qui le dis, avaient une commissurotomie. Et donc se retrouvaient avec des difficultés. Notez qu'avoir une commissurotomie, on l'a vu, n'a pas forcément un impact majeur sur le comportement des gens, mais encore faut-il qu'il soit bien latéralisé au niveau des yeux, des mains, des pieds, des oreilles. Vous imaginez bien que ça n'a pas été testé à l'époque par Gazzaniga, etc. Mais nous, ce qu'on voit dans nos cabinets de manière évidente, c'est que les enfants ou les adultes en difficulté d'apprentissage qui viennent nous voir ont des défis au niveau de leur latéralisation externe, donc un manque de latéralisation soit au niveau de l'œil, de la main, du pied, de l'oreille, et simultanément, et c'est ça la problématique, une difficulté à faire des mouvements croisés, et donc d'accéder au schème de latéralisation complet. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la latéralité. C'est absolument majeur. Tous ces travaux initiaux, ce sont les travaux de Paul Denison, là où l'IMP va apporter quelque chose de supplémentaire et qui n'est pas anodin. Et c'est Denison qui m'a poussé à explorer cette voie lui-même. Quand je lui posais, je me rappelle, j'étais tout jeune, dans la vingtaine, et je lui disais, mais Paul, comment c'est possible que ces gens aient ces difficultés-là, comment tu expliques d'où ça vient ces problématiques? Et lui il me disait du développement de l'enfant, va étudier les réflexes, va étudier le développement de l'enfant. Et c'est comme ça que je me suis penché sur les premiers travaux de Peter Blight de l'IMPP en Angleterre, que je me suis penché sur différentes choses, que j'ai rencontré Svetlana Mazgutova dans des congrès dans les années 95-96, et puis que j'ai importé en France, si je puis dire, les premières formations sur les réflexes, et qu'on a commencé à développer tout ça, et qui a culminé avec l'IMP. Je vous rappelle que l'IMP, c'est pas une approche qui a pour pure vocation d'intégrer les réflexes. L'IMP, intégration motrice primordiale, j'aime bien la définir comme je dis l'IMP c'est simple, c'est système d'intégration motrice primordiale, ludique et éducatif. Et parfois je dis pas système, c'est pas très beau système, enfin ça me gêne pas trop, mais je dis synthèse. L'IMP est une synthèse de beaucoup de choses, c'est d'avoir mis en commun des choses qui viennent de l'éducation kinesthésique, le travail de Frank Frencich, de Sally Godard, de Mazgutova, de tous les gens qui travaillent sur le réflexe, mais aussi d'autres approches au niveau corporel, au niveau psychologique, comme le travail de la biomécanicienne Cathy Baumann, comme le travail de Tim Anderson sur les resets, et d'avoir croisé ça avec les notions de réflexe. Donc voilà, la différence avec le travail de Paul Denison, c'est que nous, on va enseigner ce que fait Denison, parce que toutes ces découvertes sur la latéralisation que je viens d'expliquer dans cet épisode sont, à mon avis, extraordinaires et méconnues, absolument méconnues, et mériteraient d'être beaucoup plus connues, ainsi que toute l'éducation kinesthésique et le brain gym. Et on a croisé ça avec toutes les informations autour du développement initial de nous. Finalement, on dit de l'enfant, mais ça veut dire de nous les humains, avec tout notre développement initial, et donc tous ces schèmes primordiaux, comme on aime les appeler en IMP, que sont les réflexes archaïques, les réflexes de vie, les réflexes du visage, les réflexes de la naissance, etc. etc. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et j'espère surtout que cette série sur les 7 dimensions de l'intelligence, ou j'aime bien les appeler les 7 dimensions de l'apprentissage des Denison, de l'éducation kinesthésique Brain Gym, vous a plu, que ça vous a apporté quelque chose. C'est évidemment quelque chose que j'enseignais depuis de nombreuses années, les 7 dimensions, dans un séminaire qui s'appelle les 7 dimensions de l'intelligence d'ailleurs, que j'ai enseigné pendant de très nombreuses années. Et évidemment, c'est avec toutes ces notions en tête que j'ai aussi créé l'IMP, bien qu'en IMP, évidemment, on a dû croiser cette notion de 7 dimensions avec, comme je viens de l'indiquer, plein d'autres travaux, et ça continue, l'IMP évolue, chaque année les programmes changent, il y a des additions, il y a des nouvelles découvertes, il y a de nouveaux séminaires, il y a tout un tas de choses, et on cherche vraiment à s'appuyer sur des travaux comme ça, là, cette notion des 7 dimensions, pour moi, c'est quelque chose de majeur. Et quand je travaille avec quelqu'un en séance individuelle ou dans mes formations, je cherche à avoir toujours en tête cette notion des 7 dimensions. C'est-à-dire, quelqu'un vient me voir, eh bien, mon travail avec lui, c'est vraiment de l'éduquer, de l'accompagner, de voir est-ce qu'il a accès à sa latéralité, à son centrage, à sa focalisation, à sa motivation, à sa régulation interne corporelle, à son rythme, et il m'en manque une, à sa vitalité, la respiration.
Donc est-ce qu'il a bien accès à tout ça? Et si évidemment on se rend compte que la personne n'a pas accès à certains de ces paramètres, eh bien c'est notre rôle de lui montrer les mouvements d'intégration motrice primordiale qui vont lui permettre de plus développer sa dimension de la latéralité, du centrage, de la focalisation, de la respiration, etc. etc. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette série. J'espère que vous a plu. Je ne sais pas du tout de quoi je vais parler demain, quels vont être les sujets futurs. J'ai l'impression d'avoir couvert beaucoup de choses par rapport à ce qu'on fait. C'est vrai qu'avec Ludivine, on a des conversations quotidiennes et avec nos collègues. Par exemple, hier soir, on a eu une série de réponses aux questions. Une fois par mois, on donne gratuitement à tous nos anciens élèves, peuvent se joindre à un Zoom, une réunion, où les gens viennent avec leurs questions, leurs témoignages, etc. Et puis on échange entre professionnels. Et donc, ça donne souvent lieu à des discussions, des réflexions. Et ça peut être le sujet aussi de futurs épisodes de podcast. Merci, je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt.